Quand on pense à une maison, on imagine un endroit familier avec ses habitants, ses règles, ses ressources. Et si on voyait les choses en beaucoup, beaucoup plus grand? Et si cette maison, en fait, c'était la planète entière? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. Le mot écologie peut parfois sembler un peu intimidant, un peu technique, mais en réalité, ses origines sont toutes simples. Ça vient du grec ancien oikos, qui veut dire la maison, l'habitat, et logos, l'étude. Donc l'écologie, c'est tout simplement l'étude de notre grande maison commune. Mais au cœur de cette science, s'il y avait qu'un seul mot à retenir, un seul concept qui explique tout le reste, ce serait celui-ci. Interaction. C'est la clé de voûte. Il s'agit de comprendre les liens, les influences que les êtres vivants ont les uns sur les autres et sur le milieu qui les entoure. Alors, plongeons dans cette fameuse science de la maison. Parce que comme on va le voir, tout n'est au fond qu'une immense histoire de relations, de connexion entre le vivant et le non-vivant. Et pour comprendre ces relations, le mieux, c'est de prendre un peu de hauteur. On va faire comme un immense zoom arrière, en partant du plus petit pour aller jusqu'au plus grand, du plus simple au plus complexe. C'est parti. Notre point de départ, le voici, l'individu. Un seul organisme, comme ce castor. Sa vie entière est une quête. Survivre, se nourrir, se reproduire. Tout ça en s'adaptant constamment à son environnement. C'est vraiment l'unité de base. Bon, maintenant, on dézoome d'un cran. Forcément, notre castor n'est pas seul. Il fait partie d'un groupe d'individus de la même espèce qui vivent tous dans le même coin. C'est ce qu'on appelle une population. C'est à cette échelle-là que les choses évoluent. On continue de reculer, et là on voit que la population de castors cohabite avec d'autres populations, les arbres qu'ils rongent, les insectes dans l'eau, les poissons. L'ensemble de tous ces êtres vivants qui interagissent, eh bien ça forme une communauté. Allez, un dernier zoom arrière, et là, on a la vue d'ensemble. On ne voit plus seulement la communauté des êtres vivants, mais aussi tout ce qui n'est pas vivant et qui constitue le décor. L'eau, les rochers, la lumière du soleil, la température. Cet ensemble, le vivant et le non-vivant, c'est ça un écosystème. C'est la maison dans son intégralité. Les habitants, mais aussi les murs et les fondations. Ok, maintenant qu'on a vu qui habite la maison, il est temps de s'intéresser aux règles du jeu. Parce que oui, dans n'importe quel écosystème, il y a des règles fondamentales qui déterminent qui peut vivre là et comment. Ces règles, c'est ce que les scientifiques appellent les facteurs abiotiques, autrement dit, les éléments non vivants. Ça peut paraître un peu abstrait, mais en fait c'est très concret. C'est la température qu'il fait, la quantité d'eau disponible, l'ensoleillement ou encore les nutriments qu'on trouve dans le sol. Ce sont les contraintes de base du grand jeu de la vie. Et pour comprendre l'impact de ces facteurs, il y a une analogie qui est juste parfaite. C'est la loi du minimum de Liebig, souvent illustrée par un tonneau. Imaginez ce tonneau. Chaque planche en bois représente un nutriment essentiel. Le niveau de l'eau, lui, représente la croissance d'une plante. Eh bien, ce niveau ne pourra jamais dépasser la hauteur de la planche la plus courte. Peu importe si toutes les autres sont immenses, c'est le maillon le plus faible qui fixe la limite. Eh bien en écologie, ce maillon le plus faible, cette ressource qui vient à manquer en premier, ça porte un nom, c'est le facteur limitant. C'est lui qui va freiner le développement d'une population, même si tout le reste est absolument parfait. On peut représenter cette idée très simplement. Pour un facteur donné, comme la température, chaque espèce a une sorte de zone de confort, une plage optimale où elle s'épanouit. De chaque côté, il y a des zones de tolérance, où elle peut survivre, mais en peinant un peu, et au-delà, ce sont les zones où la vie est tout simplement impossible. Alors, en fonction de la largeur de cette plage de tolérance, on peut classer les espèces en deux grandes catégories. D'un côté, il y a les difficiles, les ultra-spécialistes, qu'on appelle les espèces sténosias. Leur plage de tolérance est minuscule. Et de l'autre, on a les tout-terrains, les super adaptables, qu'on appelle les espèces eurasias, qui supportent d'énormes variations. Regardons deux exemples concrets, c'est frappant. D'abord, le poisson Trematomus, qui vit dans les eaux glacées de l'Antarctique. Il est sténotherme, un spécialiste du froid. Sa plage de survie est minuscule, entre moins 2,5 et 2 degrés Celsius. Et à l'opposé complet, on a ce petit insecte, Boreus iemalis. Lui, il est eurytherme. Il peut rester actif sur une plage de température incroyable qui va de moins 12 à plus 32 degrés. Un vrai champion de l'adaptation. On a vu la maison, ses habitants, ses règles. On arrive maintenant à la partie la plus fascinante. Comment la vie, avec une ingéniosité folle, fait pour jouer avec ses règles et s'y adapter. En gros, il y a deux grandes stratégies. D'un côté, l'acclimatation. C'est un ajustement temporaire, réversible, qui n'est pas inscrit dans les gènes. De l'autre, l'écotype. Là, c'est du sérieux. C'est une adaptation permanente, gravée dans l'ADN, et donc transmise aux générations suivantes. L'acclimatation, on la connaît bien en fait. Quand on va en haute montagne, notre corps se met à produire plus de globules rouges pour mieux capter l'oxygène. C'est temporaire, c'est réversible.
Le renard arctique qui devient blanc en hiver pour se camoufler, c'est la même chose. Ou encore la truite qui va chercher des eaux plus profondes et plus fraîches en été. Ce sont des ajustements. Il existe d'ailleurs un cas particulier d'acclimatation qui est hyper visuel, c'est l'accommodation. C'est quand l'environnement change carrément la forme physique d'un organisme au cours de sa croissance. Et l'exemple est absolument magnifique, la sagittaire. Cette plante aquatique est une véritable artiste. Quand elle pousse complètement immergée, elle fait des feuilles longues et fines comme des rubans. Si une partie sort de l'eau, elle va développer des feuilles flottantes, plus larges et des feuilles aériennes en forme de flèche. Une seule et même plante, 3 formes différentes selon les conditions. C'est brillant. Mais parfois, un simple ajustement ne suffit plus. L'adaptation doit être inscrite dans le code génétique, devenir permanente, irréversible. Ce sont les fameux écotypes. L'exemple d'école, c'est cette plante Achillea lanosa. En haute montagne, elle est petite, trapue. En plaine, elle est grande, élancée. Mais là où ça devient fascinant, c'est que si on prend des graines de la plante de montagne et qu'on les sème en plaine, dans un jardin confortable, eh bien la plante qui poussera restera petite. L'information « être petite pour résister au vent » est devenue génétique. Et c'est là qu'on voit à la fois la force et la fragilité de ces espèces. Elles sont si parfaitement adaptées qu'elles perdent une partie de leur flexibilité. On voit donc que la vie a passé des millions d'années à apprendre et à maîtriser les règles de sa maison, à s'adapter de manière spectaculaire. Mais tout ça soulève une question cruciale pour notre époque. Que se passe-t-il quand ces règles du jeu changent, non plus sur des milliers d'années, mais du jour au lendemain ? Toute la vie sur Terre, vraiment toute, des plus petites bactéries aux plus grands arbres, eh bien, elle obéit à 2 principes fondamentaux. On peut voir ça comme 2 règles simples, mais incroyablement puissantes, qui dictent qui mange qui, pourquoi la vie a la forme qu'elle a, et comment tout ça continue de tourner. Allez, on plonge dans le vif du sujet pour découvrir ces 2 règles d'or. On a tous remarqué ça, non ? La nature, elle semble organisée en une sorte de pyramide. Mais pourquoi ? Pourquoi les prédateurs tout en haut sont-ils toujours moins nombreux que leurs proies ? La réponse, en fait, se trouve dans la toute première règle de n'importe quel écosystème. Ok, première règle, tout tourne autour de l'énergie. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'énergie, elle ne fait pas de boucle. Elle entre dans l'écosystème, elle le traverse, et puis, elle en sort. C'est un voyage sans retour. Alors, comment ça marche ? Tout commence avec le soleil. Les plantes, qu'on appelle les producteurs, elles captent cette lumière. Ensuite, un herbivore, le consommateur primaire, va manger la plante. Puis un carnivore, le consommateur secondaire, mange l'herbivore. Chaque maillon de cette chaîne, c'est ce qu'on appelle un niveau trophique. Et à chaque fois, l'énergie est transférée. Et voilà le point absolument crucial. Ce transfert d'énergie, il ne se fait que dans un seul sens. L'énergie qui a servi à un renard ne retournera jamais à un lapin, et encore moins à une plante. Elle est utilisée, et puis elle est dissipée. Elle n'est tout simplement pas recyclable dans l'écosystème. Mais attendez, ce n'est pas tout. Le transfert est aussi incroyablement inefficace. C'est ce qu'on appelle la fameuse règle des 10%. En gros, en moyenne, seulement 10% de l'énergie d'un niveau est vraiment stockée dans le corps de celui qui est au niveau suivant. C'est une perte énorme. Imaginez, si un lapin mange 1000 calories d'herbe, il n'en gardera qu'environ 100 pour sa propre croissance. La question est donc évidente, mais où va toute cette énergie perdue ? En fait, cette perte se produit de plusieurs manières. D'abord, tout n'est pas consommé. Ensuite, une partie de ce qui est mangé n'est pas assimilée et est simplement rejetée. Mais la plus grosse perte, et de loin, c'est l'énergie qu'on dépense, juste pour rester en vie. Cette inefficacité, elle vient du processus même de la vie. Transformer de la nourriture en énergie utilisable, ce qu'on appelle la respiration cellulaire, c'est un peu comme un moteur de voiture qui chauffe. Une énorme partie de l'énergie du carburant est perdue en chaleur, juste pour que l'organisme puisse bouger, respirer ou se maintenir au chaud. Et voilà, ça nous ramène à notre question du début. Avec 90% d'énergie perdue à chaque étape, il ne reste tout simplement plus assez d'énergie pour supporter des tas de prédateurs au sommet. La pyramide de la vie, c'est une conséquence directe de cette loi de la physique. Donc, si l'énergie est un flux constant qui nous traverse pour ne jamais revenir, la matière, c'est une toute autre histoire. Elle est là pour rester. Et ça nous amène directement à la seconde règle. La deuxième règle d'or, elle concerne les briques de construction de la vie elle-même. Les atomes de carbone, d'azote, de phosphore. Contrairement à l'énergie du Soleil, la quantité de ces éléments sur Terre est limitée. Il n'y a pas de nouvelle livraison. La nature n'a donc pas eu le choix. Elle a dû devenir l'experte absolue du recyclage. Et ce processus de recyclage, il a un nom un peu technique, le cycle biogéochimique. C'est le voyage sans fin des éléments chimiques qui passent des organismes vivants, à l'air, à l'eau, au sol, puis qui retournent aux organismes vivants. Pour ces éléments les plus précieux, la nature a mis en place des systèmes de recyclage d'une efficacité redoutable. Allez, regardons-en 2 des plus importants. Prenons le carbone, par exemple.
Les plantes le capturent dans le CO2 de l'air grâce à la photosynthèse, il est ensuite transmis tout le long de la chaîne alimentaire, et finalement, presque tous les organismes, y compris les plantes, le rejettent dans l'atmosphère en respirant. La boucle est bouclée. Le cycle de l'azote, lui, est encore plus fascinant. L'air en est plein, mais sous une forme gazeuse que ni les plantes ni les animaux ne peuvent utiliser. Il faut l'intervention de véritables super-héros microscopiques, des bactéries, pour le transformer en nutriments que les plantes peuvent absorber. Sans elles, pas de protéines, pas d'ADN, pas de vie telle qu'on la connaît. Mais alors, qui sont ces travailleurs de l'ombre qui ferment la boucle de tous ces cycles et qui s'assurent que rien n'est jamais vraiment perdu? Eh bien, voici les héros méconnus de l'écosystème, les décomposeurs. Ces organismes transforment littéralement la mort en vie. Ils décomposent les feuilles mortes, les animaux morts, les déchets, pour les retransformer en matière minérale toute simple, prête à être réutilisée par les plantes. Sans eux, les nutriments resteraient bloqués et la vie s'arrêterait, tout simplement. Alors, si on récapitule, c'est deux grands principes qui régissent absolument toute la biosphère. On a donc d'un côté un flux d'énergie à sens unique qui impose cette fameuse structure en pyramide à la vie, et de l'autre, un cycle infini de la matière où rien ne se perd et tout se transforme grâce au travail indispensable des décomposeurs. C'est ça l'équilibre dynamique de la vie. Tout ça nous laisse avec une question assez importante finalement. Quand on voit nos propres défis de ressources et de déchets, le système de la nature, parfaitement durable, basé sur une énergie qui passe et une matière qui se recycle à l'infini, n'est-il pas la plus grande source d'inspiration qui soit? Vous savez, chaque être vivant, que ce soit une abeille sur une fleur ou un champignon sur une feuille morte, eh bien tout est connecté. Aujourd'hui, on plonge dans la science qui décode justement ces liens invisibles, l'écologie. Et ça pourrait bien changer le regard qu'on porte sur le monde qui nous entoure. Alors, la question du jour. Quel peut bien être le lien entre un seul poisson, un étang tout entier et la planète Terre, hein? À première vue, on pourrait se dire pas grand-chose en fait. Et pourtant, la réponse est au cœur même de l'écologie. C'est ce qu'on va explorer. Bon, on attaque le vif du sujet. L'écologie, c'est quoi au juste? Et attention, pour un instant, on oublie le recyclage, les voitures électriques. Tout ça, c'est important bien sûr, mais la base, le cœur du réacteur, c'est autre chose. C'est la science qui essaie de comprendre la logique cachée de la nature. Les règles du jeu en quelque sorte qui font que tout ça, eh bien, ça fonctionne. Pour le dire simplement, l'écologie, c'est vraiment la science des interactions. Ça veut dire qu'elle s'intéresse à tout ce qui se passe entre les êtres vivants, genre un prédateur et sa proie, mais aussi, et c'est crucial, à leur relation avec tout ce qui n'est pas vivant. Le sol, l'eau, le climat. C'est grâce à elle qu'on pige comment la vie arrive à s'organiser, à survivre et même à s'épanouir. Ok, alors pour comprendre comment tout ça s'emboîte, on va faire un petit jeu. Imaginez un zoom, mais à l'envers. On part du plus petit détail du vivant et on va dézoomer, dézoomer, dézoomer jusqu'à voir la planète entière. Cette image, c'est ce qu'on appelle la pyramide de la vie. Et ça va être notre guide pour la suite. Là voilà, cette fameuse pyramide. Regardez. Tout en bas, à la base, on a les gènes, les briques de base de la vie. Et puis à mesure qu'on grimpe, chaque étage c'est un niveau d'organisation de plus en plus grand, jusqu'à arriver tout en haut, au sommet, la biosphère, notre planète vivante. Et la règle, elle est assez simple. Plus on monte, plus c'est grand, plus c'est complexe, et, chose assez contre-intuitive, plus c'est stable. Allez, on commence à grimper. Premier arrêt, la population. C'est un concept super simple en fait. C'est juste un groupe d'individus de la même espèce qui vivent au même endroit. Imaginez un banc de poissons dans un lac, ou bien une colonie de fourmis. Voilà, ça, c'est une population. On monte d'un cran. Niveau suivant, la communauté. Les scientifiques, eux, ils aiment bien l'appeler la biocénose. Mais l'idée est simple, c'est juste toutes les populations différentes qui vivent ensemble. Si on reprend notre étang, ce n'est plus seulement le banc de poissons. C'est aussi les grenouilles, les roseaux, les libellules. Bref, c'est tout le voisinage du vivant qui interagit en permanence. Et bien sûr, l'écologie a ses propres spécialistes, un peu comme on a des cardiologues et des dermatologues en médecine. Il y a ceux qui font un zoom avant, ça c'est l'auto-écologie. Eux, ils vont se concentrer sur une seule espèce et son rapport à son environnement. Le renard dans sa forêt par exemple. Et puis il y a ceux qui font un zoom arrière, la synécologie. Là, on regarde comment le renard, mais aussi les lapins, les arbres, les insectes, comment tout ce petit monde interagit. Et maintenant, attention, on file tout droit vers le sommet de notre pyramide. On dézoome à fond, au maximum du maximum, pour arriver au niveau qui englobe absolument tout le vivant sur la planète, la biosphère. Alors, la biosphère, qu'est-ce que c'est? C'est très simple, c'est partout où il y a de la vie. Pour se faire une idée, imaginez que la Terre est une pomme. Eh bien, la biosphère, ce serait juste sa peau. C'est cette couche minuscule, incroyablement fine, où se concentre absolument toute l'agitation du vivant. C'est notre maison commune, à tous, à l'échelle de la planète.
Mais attention, cette biosphère, ce n'est pas juste un truc monolithique. En fait, elle existe parce que 3 mondes se sont rencontrés. On a d'abord la Terre, solide sous nos pieds, c'est la lithosphère. Ensuite, il y a toute l'eau, les océans, les rivières, ça c'est l'hydrosphère. Et enfin, l'air qu'on respire, l'atmosphère. Et c'est pile à l'intersection de ces 3 éléments que la magie opère et que la vie peut exister. Parce que oui, cette vie, elle est super fragile. Elle ne tient qu'à un fil, ou plutôt à un cocktail de conditions hyper précises. C'est un peu comme une recette de cuisine parfaite. Il faut de l'eau, mais liquide. Il faut une source d'énergie constante, le soleil. Il faut de l'oxygène disponible dans l'air. Et bien sûr, une température ni trop chaude, ni trop froide. Qu'un seul de ces 4 ingrédients vienne à manquer et hop, rideau. Le spectacle de la vie s'arrête. Bon. On a pris de la hauteur, on a vu la vue d'ensemble avec la biosphère. Maintenant, on va faire le chemin inverse. On redescend d'1 ou 2 étages sur notre pyramide, on rezoome un bon coup pour aller voir de plus près le moteur de tout ça. La pièce maîtresse de la biosphère. L'écosystème. Un écosystème, en fait, c'est toujours un duo. C'est composé de 2 moitiés qui ne peuvent pas exister l'une sans l'autre. D'un côté, il y a le vivant, la biocénose. C'est toutes les plantes, tous les animaux, tous les microbes. Et de l'autre côté, il y a le décor, le lieu physique, le biotope. C'est le sol, l'eau, le climat. Bref, c'est le mariage du vivant et du non-vivant. Et voilà, on y est. La formule magique de l'écologie, la voici. Communauté vivante, la biocénose, plus son environnement physique, le biotope, égale un écosystème. C'est aussi simple que ça. Et c'est cette petite équation toute bête qui est à l'origine de la complexité incroyable d'une forêt, d'un récif de corail ou, pour en revenir à lui, de notre fameux étang. Et justement, pour que ce soit ultra concret, prenons l'exemple d'une simple mare. Toute cette collection unique de plantes, de poissons, d'insectes, de microbes qui vivent là, tout ça en interaction avec l'eau, la boue, la lumière du soleil, eh bien ça forme l'écosystème mare. C'est un petit monde en miniature qui fonctionne avec ses propres règles. Ok, on sait ce qu'est un écosystème. Maintenant la question c'est comment ça marche? Quel est son carburant? Qu'est-ce qu'il fait tourner? La réponse elle tient en un seul mot, l'énergie. Ou pour être un peu plus précis, la façon dont l'énergie circule à l'intérieur. En fait, dans chaque écosystème, l'énergie suit un chemin bien tracé. C'est comme une course de relais avec 3 équipes. En premier, on a les producteurs. Ce sont les plantes, les algues. Leur boulot, c'est de capter l'énergie du soleil. Ensuite, les consommateurs entrent en piste. Ce sont les herbivores, les carnivores. Eux, ils transfèrent l'énergie en se mangeant les uns les autres. Et pour finir, l'équipe de nettoyage, les décomposeurs, les champignons, les bactéries, les vrais champions du recyclage. Ils décomposent tous les déchets et renvoient les nutriments à la case départ. Pour les producteurs, la boucle est bouclée. C'est un cycle parfait où, en théorie, rien ne se perd. Alors, après ce voyage des populations jusqu'à la biosphère, on peut légitimement se poser la question « Et alors? À quoi ça sert de savoir tout ça? Pourquoi est-ce que cette science, l'écologie, est devenue si fondamentale aujourd'hui ?» En fait, l'écologie a une sorte de triple mission. La première, c'est de comprendre, décoder les règles du jeu de la nature, comment ça fonctionne vraiment. La deuxième, c'est d'évaluer. Agir un peu comme un médecin qui pose un diagnostic sur l'impact de nos activités sur la santé de la planète. Et enfin, la troisième mission, c'est de guider. Avec toutes ces connaissances, elle nous donne une sorte de boussole pour essayer de naviguer vers un avenir plus durable. Et tout ça nous amène à une dernière question. Une question un peu vertigineuse. Maintenant qu'on a bien compris que chaque être vivant, du plus petit microbe jusqu'à l'être humain, n'est qu'une pièce de cette immense pyramide de la vie, la question devient inévitable. Quelle est notre place à nous là-dedans? Et surtout, quelle est notre responsabilité au sein de cette architecture incroyable? Bonjour à toutes et à tous. Quand on regarde la nature, on a souvent l'impression d'un immense chaos. Magnifique, mais un peu désordonné. Et pourtant, les scientifiques, eux, ont développé des outils vraiment incroyables pour y mettre de l'ordre, pour mesurer et pour comprendre ce qui se passe. Aujourd'hui, on va justement ouvrir cette fameuse boîte à outils des écologues et découvrir comment ils font pour mesurer la vie elle-même. Voilà la grande question. Imaginez-vous devant une forêt, pleine de vie, des milliers d'espèces partout. Par où on commence? On ne peut pas tout compter, un par un ce serait impossible. Non, il faut des méthodes, des stratégies, et c'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. Face à cette complexité, la toute première règle, c'est de ne pas se laisser déborder. L'astuce des écologues, c'est de choisir un angle, une échelle d'étude précise. C'est la seule et unique façon d'obtenir des données qui veulent dire quelque chose. Le point de départ, c'est la vue d'ensemble, le plan large. Ça s'appelle la biocénose. Ça représente absolument tout le vivant dans une zone précise, des plus grands arbres jusqu'aux plus petites bactéries du sol, des mammifères aux insectes. C'est la vision totale, mais c'est bien trop vaste pour être étudié comme ça d'un seul bloc. Alors, pour y voir plus clair, les scientifiques utilisent une sorte de zoom. On part de l'image globale, la biocénose, et on va se concentrer sur des groupes de plus en plus précis. D'abord, on isole ce qu'on appelle un peuplement, et ensuite, à l'intérieur de ce peuplement, une guilde. Allez, voyons ce qui se cache derrière ces termes un peu techniques.
Ce fameux zoom nous amène donc à deux concepts vraiment centraux en l'écologie. L'idée, elle est assez simple en fait. Il s'agit de regrouper les espèces de manière logique, intelligente, pour pouvoir enfin les analyser. Le premier niveau de ce zoom, c'est donc le peuplement. Là, on ne regarde plus la forêt dans son intégralité, on va se concentrer sur un groupe qui a une certaine cohérence. Par exemple, au lieu de tout observer, on va décider d'étudier uniquement l'ensemble des oiseaux de cette forêt. Et voilà ce que ça peut donner concrètement. On peut choisir de se focaliser sur le peuplement des oiseaux forestiers, ou alors celui des rongeurs, ou même celui des plantes herbacées. D'un coup, le chaos apparent devient beaucoup plus simple à gérer. L'étude peut vraiment commencer. Mais on peut encore affiner, zoomer, encore un peu plus. Pour ça, on utilise le concept de guilde. Et là, on devient très précis. On s'intéresse à des espèces qui sont en compétition directe les unes avec les autres. Tout simplement parce qu'elles mangent la même chose, elles exploitent les mêmes ressources. C'est un outil d'une précision redoutable. Et là, cet exemple illustre ça à la perfection. Reprenons notre communauté d'oiseaux forestiers. Eh bien, à l'intérieur de cette communauté, on va trouver plusieurs guildes. On aura la guilde de ceux qui mangent des graines, les granivores, puis celle de ceux qui mangent des fruits, les frugivores, et enfin celle des chasseurs d'insectes. En gros, ils habitent tous au même endroit, mais ils ne mangent pas à la même table. Bon, maintenant on sait comment organiser, comment regrouper les espèces. L'étape suivante, c'est de compter. Et la toute première question, la plus fondamentale, c'est combien d'espèces différentes y a-t-il ici? C'est ça, la richesse spécifique. C'est tout bête, c'est le nombre total d'espèces. Si dans un champ on trouve 10 espèces d'insectes différentes, eh bien la richesse spécifique en insectes de ce champ est de 10. C'est vraiment la mesure de base, le premier indicateur de la biodiversité. Pour bien comprendre à quel point ce simple chiffre peut être puissant, prenons un exemple qui va frapper les esprits. Comparons un petit bout de forêt tropicale en Malaisie avec l'immense continent européen. À votre avis, ça donne quoi en termes de richesse en espèces d'arbres? Alors, la réponse pour ce petit coin de Malaisie, à peu près 2000 espèces d'arbres différentes. Oui, 2000. C'est un chiffre qui donne le tournis. Et maintenant, l'Europe. Tenez-vous bien. Sur l'ensemble du continent, on ne trouve qu'une petite centaine d'espèces d'arbres. Le contraste est juste saisissant, et ça montre bien à quel point la richesse spécifique peut être radicalement différente d'un endroit à l'autre. Connaître le nombre d'espèces, c'est bien, mais ça ne dit pas toute l'histoire. Les écologues ont aussi besoin de savoir combien il y a d'individus pour chaque espèce. C'est ce qu'on appelle la notion d'abondance. Et pour mesurer ça, il y a deux outils principaux. D'un côté, la densité. On compte le nombre d'individus sur une surface donnée. Par exemple, 10 chênes par hectare. De l'autre côté, la biomasse. Là, on mesure la masse totale de ces individus. Par exemple, 5 tonnes de chêne par hectare. Ce sont deux mesures complémentaires pour évaluer le poids d'une espèce dans l'écosystème. On arrive à notre dernier outil et il est absolument crucial. Il part d'un constat très simple. Dans un écosystème, toutes les espèces n'ont pas la même importance, en tout cas pas la même importance numérique. La réponse est évidente. Non, bien sûr que non. Dans n'importe quel milieu, il y a toujours quelques espèces qui sont beaucoup plus nombreuses, qui dominent le paysage. La vraie question, c'est comment on peut mesurer cette domination de manière objective? Pour ça, les scientifiques ont une formule mathématique, l'indice de Simpson. Pas de panique avec le calcul, ce qu'il faut retenir, c'est son objectif. Prendre la structure d'abondance d'une communauté et la résumer en un seul chiffre. Un chiffre qui nous dit à quel point le milieu est dominé par une ou quelques espèces. Pour bien piger l'intérêt de cet indice, regardez ces deux écosystèmes. Ils ont exactement la même richesse spécifique, 5 espèces chacun. Mais on voit bien qu'ils n'ont rien à voir. Dans l'écosystème A, tout est bien réparti, c'est équilibré. Dans l'écosystème B, une seule espèce écrase littéralement toutes les autres. Et c'est là toute la puissance de cet indice. Il prend cette réalité complexe et la transforme en un chiffre simple. L'écosystème A, équilibré, aura un indice de Simpson bas. L'écosystème B, très dominé, aura un indice proche de 1. Et d'un coup, on peut comparer objectivement la structure de n'importe quels écosystèmes entre eux. Richesse, abondance, dominance. Tous ces outils peuvent paraître un peu abstraits, mais ils sont au cœur de notre compréhension du monde vivant. Alors la question qu'on peut se poser, c'est si ces quelques chiffres nous permettent de faire le bilan de santé d'une forêt, quel bilan ferait-il aujourd'hui pour notre planète tout entière? Et est-ce qu'on serait vraiment prêt à entendre le résultat? Allez, on plonge ensemble dans ce qui peut ressembler à un immense chaos, le monde des écosystèmes. On va essayer de voir si, derrière ce désordre apparent, il n'y a pas en fait un ordre caché, un équilibre, où chaque espèce, vraiment chaque espèce, trouve sa place. Quand on se promène en forêt ou qu'on regarde un documentaire sur un récif corallien, franchement, ça a l'air d'être le bazar, non? Ça grouille de vie, ça part dans tous les sens. On a cette impression de désordre, de foisonnement total. Mais la vraie question, c'est
Est-ce que c'est vraiment juste du chaos ou est-ce qu'il n'y aurait pas des règles, des lois invisibles qui dictent qui vit où et surtout comment? Eh bien, il y a bien un ordre. Et pour le percevoir, on va faire quelque chose d'un peu spécial. On va chausser, en quelque sorte, les lunettes d'un écologiste. C'est une sorte de lentille qui permet de voir au-delà du désordre apparent. Grâce à quelques concepts fondamentaux, on va voir comment ce chaos révèle une structure incroyablement logique et fascinante. C'est parti pour notre analyse. Ok, première étape de notre exploration. Pour commencer à comprendre un écosystème, la base, c'est de savoir qui est là. Quels sont les habitants? On va donc d'abord s'intéresser à la richesse de la communauté. Notre premier outil s'appelle la diversité spécifique. Alors attention, ce n'est pas juste compter le nombre d'espèces, ce serait trop simple. C'est bien plus subtil. Prenons un exemple, ce sera plus clair. Imaginez 2 forêts. Toutes les deux ont, disons, 10 espèces d'arbres. A priori, on pourrait dire qu'elles sont aussi diverses l'une que l'autre. Eh bien non. Dans la première, 90% des arbres sont des pins. Dans la seconde, les 10 espèces sont réparties de manière à peu près égale. On voit bien que la deuxième est beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus diverse. La diversité spécifique, c'est ça. Elle prend en compte à la fois le nombre d'espèces et leur abondance. C'est une mesure bien plus fine de la réalité. Bon, d'accord. Mais à quoi ça sert de mesurer ça? En fait, c'est un indicateur de santé crucial pour un écosystème. Plus la diversité est élevée, plus l'écosystème est stable et résilient face aux perturbations. C'est un peu comme un portefeuille d'actions. Mieux vaut ne pas tout miser sur un seul titre. On observe cette haute diversité surtout dans les écosystèmes anciens, bien établis, et dans des environnements cléments, où la vie a pu s'épanouir sans trop de contraintes. Il existe même des outils mathématiques pour la calculer, comme le fameux indice de Shannon. Ok, on sait maintenant comment évaluer combien d'espèces sont présentes et dans quelle proportion. La question suivante, c'est comment est-ce que tout ce monde s'organise dans l'espace? Passons maintenant au plan d'architecte de l'écosystème. Et ce plan d'architecte, ça porte un nom, la structure spatiale. C'est tout simplement la façon dont les organismes sont disposés physiquement dans leur milieu de vie. Et cet arrangement n'a absolument rien d'aléatoire. C'est une réponse directe, une adaptation aux conditions de l'environnement. Cette structure, elle s'organise principalement sur 2 axes. D'abord, il y a la structure verticale. L'exemple parfait, c'est la forêt. Tout en haut, la canopée, les grands arbres qui captent le maximum de soleil. En dessous, les arbustes qui se contentent d'une lumière plus tamisée. Et au ras du sol, les mousses, les fougères. C'est un peu comme un immeuble où chaque étage a des conditions de vie différentes. Et puis, il y a la structure horizontale. Là, imaginez qu'on s'éloigne du bord d'un lac salé. Tout près de l'eau, seules les plantes qui supportent beaucoup de sel survivent. Un peu plus loin, d'autres espèces apparaissent. C'est une répartition en bandes en fonction des conditions du sol. Et si on zoome encore un peu plus, on voit que même la répartition des individus d'une même espèce suit une logique. Parfois, elle est uniforme, bien régulière, comme les oiseaux territoriaux qui se tiennent à distance les uns des autres. D'autres fois, les individus sont regroupés en agrégats, comme un troupeau qui se protège. Et plus rarement, c'est vrai, elle peut être aléatoire. Mais dans presque tous les cas, il y a une stratégie de survie derrière cette disposition. Bien. On a vu la communauté dans son ensemble, puis son agencement dans l'espace. Maintenant, il est temps de resserrer la focale. Zoomons sur une seule espèce et posons-nous la question, où vit-elle précisément? Pour répondre à cette question, il y a 2 échelles de grandeur. La plus large, c'est ce qu'on appelle l'aire de répartition. C'est très simple, on prend une carte du monde et on colorie toutes les régions où l'on peut trouver cette espèce à l'état naturel. C'est sa présence globale, son territoire à grande échelle. Mais évidemment, à l'intérieur de cette grande zone colorée, l'espèce ne vit pas n'importe où, elle vit dans son habitat. Si on reprend notre image, l'aire de répartition, c'est le pays. L'habitat, c'est l'adresse postale précise. C'est le lieu de vie avec ses conditions physiques et biologiques bien particulières. Pour un certain insecte, ça peut être l'écorce d'un chêne. Pour un champignon, le sol humide d'une forêt. C'est vraiment son chez-soi. Et cette distinction d'échelle nous permet de classer les espèces. On a d'un côté les espèces dites endémiques, dont l'aire de répartition est très très limitée. L'arganier au Maroc ou le kangourou en Australie en sont de parfaits exemples. Et à l'opposé, on a les espèces cosmopolites. Celles-là, on les trouve quasiment partout sur la planète. L'exemple le plus évident, c'est l'être humain. Parfait. On sait maintenant définir où une espèce vit, que ce soit à grande ou petite échelle. Mais il nous reste la question la plus importante, la pièce maîtresse du puzzle. Ce n'est pas seulement où elle vit, mais surtout, que fait-elle? Quel est son rôle? Et là, on arrive à un concept absolument central en écologie, la niche écologique. Attention, il ne faut pas la confondre avec l'habitat. L'habitat, c'est l'adresse. La niche, c'est l'adresse et le métier, c'est son rôle fonctionnel, sa fiche de poste dans l'écosystème. Qu'est-ce qu'elle mange? Qui la mange?
Est-ce qu'elle pollinise des fleurs? Est-ce qu'elle creuse des terriers qui aèrent le sol? L'ensemble de ces interactions avec son environnement, voilà ce qu'est sa niche. Et ce concept de métier nous amène à une loi fondamentale de la nature. C'est simple, 2 espèces ne peuvent pas occuper exactement la même niche au même endroit, au même moment. La compétition pour les ressources serait si intense que, inévitablement, l'une des deux, la plus performante, finirait par exclure l'autre. Le point crucial à retenir, c'est donc celui-ci. Pour pouvoir coexister, chaque espèce doit avoir une niche qui lui est propre, une spécialité. C'est un peu comme si, dans la grande entreprise de la nature, il ne pouvait pas y avoir 2 employés avec exactement la même fiche de poste. Chacun est un spécialiste unique. Alors voilà, si on met tout ça bout à bout, la diversité, la structure, l'habitat et la niche, on commence à percevoir cet ordre caché. On comprend que le chaos apparent est en fait un système complexe, un réseau où tout est interdépendant. Et cela nous laisse avec une question finale, une question un peu vertigineuse. Si chaque espèce a une adresse et un métier unique, si chaque espèce est une pièce irréplaçable du puzzle, que se passe-t-il pour l'ensemble du tableau lorsqu'une seule de ces pièces vient à disparaître? La nature, parfois, elle nous réserve des surprises assez dingues. On tombe sur des créatures qui se ressemblent comme 2 gouttes d'eau, qui agissent pareil, mais qui n'ont absolument aucun lien de parenté. C'est un peu un mystère, non? Eh bien aujourd'hui, on va plonger dans le concept écologique qui se cache derrière ces faux jumeaux. Alors, voilà notre énigme du jour. Regardez bien. À gauche, on a un colibri, un oiseau qu'on trouve sur le continent américain. Et à droite, un morosphinx. C'est un insecte, lui, il vit en Eurasie. Donc a priori, rien à voir. Et pourtant, regardez ce qu'ils font. Exactement la même chose, ce vol stationnaire hyper rapide pour aller chercher le nectar au fond des fleurs. Un oiseau et un insecte, qui se comportent comme des jumeaux. Mais comment c'est possible? Comment 2 êtres aussi différents, aussi éloignés sur l'arbre de la vie, peuvent finir par se copier comme ça? La réponse, en fait, elle est assez fascinante et elle se trouve dans ce qu'on pourrait appeler leur boulot dans la nature. Alors, pour résoudre ce mystère, notre premier indice, c'est justement cette idée de métier, de rôle que chaque espèce joue dans son environnement. C'est un concept vraiment au cœur de l'écologie. Et ce métier, ce rôle, en écologie, on lui donne un nom. C'est la niche écologique. Attention, c'est beaucoup plus que juste l'endroit où vit une espèce, c'est pas juste son adresse. Imaginez vraiment ça comme sa profession complète, ce qu'elle mange, où elle vit, à quelle heure elle travaille. Bref, c'est sa place bien à elle, unique, dans le grand puzzle de l'écosystème. Ok, mais pour que des millions d'espèces puissent cohabiter sans que ce soit l'anarchie totale, il faut bien des règles, non? Pour éviter que tout le monde se batte pour les mêmes choses. Et la nature, pour ça, elle a mis en place un système super élégant pour organiser tout ce petit monde. En fait, cette fameuse niche écologique, ce métier, on peut le décomposer en 3 grands axes, 3 dimensions. C'est en se spécialisant dans au moins l'une de ces dimensions qu'une espèce arrive à tirer son épingle du jeu sans entrer en compétition frontale avec ses voisins. Et ces 3 dimensions, quelles sont-elles? Eh bien, c'est ce qu'on mange, où on vit et quand on est actif. C'est le trio gagnant qui permet à des espèces de coexister, parfois au même endroit, sans forcément s'éliminer les unes les autres. Alors, on commence par la première, et sans doute la plus évidente, la dimension alimentaire. Ce qu'une espèce mange, ça définit une énorme partie de son identité écologique. C'est ce qu'on appelle la niche trophique. Et le système est d'une précision incroyable. Prenez l'exemple des fourmis qui mangent des graines. Dans un même écosystème, on pourrait penser qu'elles se font une guerre sans merci pour la nourriture, mais pas du tout. Souvent, une espèce va se spécialiser sur les petites graines, une autre sur les moyennes, une troisième sur les grosses, chacune sa spécialité. Comme ça, le buffet est partagé et la compétition est limitée. Deuxième dimension, l'espace. Où une espèce vit et mène ses activités, c'est tout aussi fondamental pour définir son rôle. C'est ce qu'on appelle, logiquement, la niche spatiale. Imaginez une seule plante. Pour nous, c'est juste une plante. Pour les insectes, c'est un véritable gratte-ciel avec plein d'appartements. Une espèce va s'installer sur les feuilles, au dernier étage ensoleillé, une autre va préférer la tige, et une troisième va carrément vivre au sous-sol, dans les racines. Elles partagent le même immeuble, mais chacune a son propre étage. Pas de problème de voisinage. Et enfin, la troisième dimension, qu'on oublie parfois, mais qui est absolument cruciale, le temps. Le moment de la journée ou de l'année où une espèce est active, c'est une autre façon géniale de se différencier. C'est la niche temporelle. L'exemple le plus parlant, c'est celui des papillons. Les papillons de jour, comme leur nom l'indique, sont actifs le jour. Les papillons de nuit, eux, prennent le relais quand le soleil se couche. Ils peuvent très bien aller butiner les mêmes fleurs, mais ils ne se croisent jamais. C'est comme s'il y avait une équipe de jour et une équipe de nuit.
Le restaurant est le même, mais les clients ne sont pas là aux mêmes heures. Et voilà le point vraiment essentiel à retenir. Une espèce n'a pas besoin d'être totalement différente de ses voisines sur tous les plans. Il suffit qu'il y ait une séparation sur une seule de ces 3 dimensions, la nourriture, l'espace ou le temps, pour que la cohabitation pacifique soit possible. C'est la clé. Bon, maintenant qu'on a toutes ces cartes en main, retournons à notre mystère du début. Notre colibri et notre morosphinx. Comment est-ce que ce concept de niche écologique peut bien expliquer leur ressemblance frappante ? Alors, imaginez un instant la situation suivante. Dans 2 régions du monde, complètement séparées, disons 2 entreprises différentes, la nature publie la même offre d'emploi. Une offre très spécifique du genre on recherche un candidat capable de se nourrir du nectar de fleurs tubunaires et pour ça, il faut savoir faire du vol stationnaire. Cette offre d'emploi, ce défi posé par l'environnement, ça crée ce que les scientifiques appellent des pressions de sélection. En gros, l'environnement pose le même problème à 2 endroits différents et il favorise le même type de solution pour y répondre. Et c'est là qu'on arrive au cœur de notre explication. Quand des espèces qui n'ont aucun lien de parenté répondent à la même offre d'emploi en développant des traits physiques ou comportementaux similaires, on les appelle des équivalents écologiques. C'est le résultat d'un processus fascinant qu'on appelle l'évolution convergente. Et voilà, le mystère est résolu. Le colibri, notre oiseau américain, et le morosphinx, notre insecte eurasien, ont tous les 2 postulé pour le même job, butineur de nectar en vol. Et donc, de manière totalement indépendante, l'évolution les a sculptés pour qu'ils développent la même compétence incroyable, ce fameux vol stationnaire. Et attention, ce n'est pas du tout un cas isolé, loin de là. Prenez les écureuils volants. Un peu partout dans le monde, des groupes de mammifères qui vivent dans les arbres et qui n'ont rien à voir les uns avec les autres ont été confrontés au même problème. Comment passer d'un arbre à un autre sans redescendre au sol ? Et hop, l'évolution convergente a frappé. Ils ont développé chacun de leur côté une membrane de peau entre les pattes pour planer. Ce phénomène des équivalents écologiques, ça nous révèle quelque chose de très profond sur la façon dont l'évolution fonctionne. Ce n'est pas juste une suite de hasards, c'est aussi et surtout une réponse incroyablement logique et prévisible aux défis posés par un environnement. On pourrait résumer ça par une idée centrale. Ce sont les pressions sélectives identiques, imposées par des environnements similaires, qui peuvent mener à des réponses évolutives qui convergent, qui se ressemblent. En d'autres termes, c'est l'environnement qui écrit les règles du jeu. Et quand les règles sont les mêmes, même des joueurs très différents peuvent finir par adopter la même stratégie. Et ça change complètement la façon dont on peut regarder la nature. On ne voit plus seulement une collection d'espèces, mais plutôt un catalogue de solutions vivantes à des problèmes universels. La question qui reste, c'est si les environnements sont les architectes de la vie, combien de ces jumeaux écologiques, de ces incroyables échos de l'évolution, sont là, autour de nous, attendant encore qu'on les découvre. Quand on regarde la nature, on a souvent l'impression que c'est le chaos. Pas vrai, mais en réalité, tout ça est gouverné par des règles cachées, des règles absolument fascinantes. Aujourd'hui, on va décoder ensemble ces règles pour comprendre ce qui se joue vraiment entre les êtres vivants. La grande question, au fond, c'est celle-ci. Est-ce que dans la nature, c'est chacun pour soi, ou est-ce qu'on est plutôt dans la coopération ? Est-ce que la vie, c'est une bataille de tous les instants, ou alors une sorte de grande symphonie où chacun joue sa partition ? Jetez un œil à ces 2 scènes, c'est le jour et la nuit. D'un côté, on a une alliance qui a l'air super paisible entre des oiseaux et un bœuf, et de l'autre, un essaim de criquets, une véritable vague de destruction. Comment expliquer des comportements aussi radicalement opposés ? Eh bien, la réponse à cette question, elle se trouve dans un concept qui est au cœur de l'écologie, les fameux facteurs biotiques. Allez, c'est parti, on plonge dans les règles du jeu du monde vivant. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ? La définition scientifique nous dit que ce sont toutes les influences que les êtres vivants exercent les uns sur les autres. Donc attention, ici on ne parle pas du climat ou du type de sol, non, on parle bien des relations directes entre les organismes. Pour le dire plus simplement, chaque être vivant agit sur son voisin et modifie son destin. C'est un immense réseau d'influences, un jeu permanent qui façonne les espèces et les écosystèmes entiers. Bon, commençons par le premier niveau, ce qui se passe au sein d'une même espèce. On pourrait se dire que c'est plus simple entre soi, mais vous allez voir que la frontière entre l'entraide et la compétition est parfois très, très fine. Ici, on voit bien le double visage du groupe. D'un côté, on a ce qu'on appelle l'effet de groupe, c'est le côté positif. Être nombreux, ça aide à se défendre, à trouver de la nourriture, bref, c'est un avantage. Mais si la foule devient trop dense, on bascule dans l'effet de masse, et là, ça devient néfaste. Le stress augmente, les maladies se propagent, même s'il y a à manger pour tout le monde. Et cet essaim de criquets, c'est l'illustration parfaite de l'effet de masse. Quand ils sont trop nombreux, leur physiologie et leur comportement changent du tout au tout.
Ils deviennent une force destructrice, y compris pour eux-mêmes sur le long terme. C'est la preuve que plus on est de fous, plus on rit, ça ne marche pas toujours dans la nature. Parce qu'au-delà du stress lié à la promiscuité, il y a un autre problème majeur quand la population explose. Il faut bien partager les ressources. Alors que se passe-t-il quand le garde-manger commence sérieusement à se vider? Eh oui, la compétition, c'est inévitable. Quand les ressources se font rares, les individus d'une même espèce entrent en lutte. Pour la nourriture, l'eau ou la lumière bien sûr, mais aussi pour un abri, un territoire, ou même pour trouver un partenaire et se reproduire. Cette lutte, ce n'est pas juste un conflit, c'est un des grands moteurs de l'évolution. Allez, on élargit le champ de vision. Les interactions les plus surprenantes, souvent, elles se passent entre des espèces complètement différentes. Et là, on entre dans une sorte d'économie du vivant, avec des alliances, des rivalités, des forces qui sculptent des paysages entiers. On commence par le top de la coopération, la symbiose. Le petit symbole ++ signifie que les deux partenaires y gagnent. Mais le mot absolument crucial ici, c'est obligatoire. Ça veut dire que l'un ne peut pas vivre sans l'autre, c'est une question de survie. Juste un cran en dessous, on trouve le mutualisme. C'est un peu le cousin plus souple de la symbiose. C'est toujours une relation gagnant-gagnant, mais cette fois, elle n'est pas obligatoire. Les deux espèces s'aident beaucoup, mais si elles sont séparées, elles peuvent s'en sortir. C'est une alliance stratégique, pas une fusion vitale. Et voici un exemple parfait de mutualisme. L'oiseau, qu'on appelle le pique-bœuf, se régale des parasites qui sont sur le buffle. Et le buffle, lui, il est débarrassé de ses bestioles. L'un a son repas servi à domicile, l'autre profite d'un service de nettoyage gratuit. C'est simple, c'est efficace et tout le monde est content. Et que dire de cette interaction-là? C'est peut-être l'une des alliances les plus fondamentales sur Terre. L'abeille vient chercher le nectar, son carburant. Et en faisant ça, sans même s'en rendre compte, elle transporte le pollen de fleur en fleur, assurant leur reproduction. Sans ce partenariat, nos paysages et même le contenu de nos assiettes seraient radicalement différents. Toutes les interactions ne sont pas un échange de bons procédés. Prenons le commensalisme. Le +0 est très clair. Il y a une espèce qui en profite, et pour l'autre, ça ne change absolument rien, ni en bien ni en mal. C'est un peu un passager clandestin qui ne dérange personne. Ça, c'est l'image d'Épinal du commensalisme. Ces petits poissons nagent à côté du requin. Ils profitent de sa protection, peu de prédateurs osent s'approcher, et ils picorent les restes de ses repas. Et le requin dans tout ça, leur présence lui est totalement indifférente. Il ne gagne rien, mais il ne perd rien non plus. Bon, après avoir vu tous ces exemples, prenons un peu de recul. Pourquoi est-ce que c'est si important au fond de comprendre ces différentes relations, de la compétition féroce à la coopération la plus totale? Parce que voilà le point clé. Toutes ces relations, ce sont les fils qui tissent ce qu'on appelle la toile de la vie. Chaque interaction, même la plus minuscule, contribue à la stabilité et à l'équilibre de tout l'écosystème. Si on tire sur un seul fil, c'est toute la toile qui peut se fragiliser. Ces règles ne sont pas juste des faits intéressants, c'est le moteur même de la vie en action. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question essentielle. Nous, en tant qu'espèce humaine capable de modifier si profondément toutes ces interactions, de perturber ces équilibres si fragiles. Quelle est notre place et surtout quelle est notre responsabilité dans cette immense et magnifique toile du vivant? On a souvent cette image de la nature un peu idyllique, hein? Un monde calme, tout en harmonie. Mais en grattant un peu la surface, on découvre une réalité bien plus agitée, une réalité faite de conflits. Et si ces conflits n'étaient pas un bug, mais au contraire, le véritable moteur du vivant? Cette idée d'une nature qui serait une sorte de havre de paix, elle est tenace. Mais soyons clairs, elle est largement fausse. En fait, dans le monde du vivant, le conflit ce n'est pas l'exception, c'est la norme. C'est même un des moteurs fondamentaux de l'évolution. Alors ce qu'on va faire, c'est explorer ensemble comment cette tension de tous les instants façonne la vie. Bon, le premier type de conflit qui vient en tête, c'est évidemment la prédation. C'est l'interaction la plus directe, souvent la plus spectaculaire, mais son rôle va bien au-delà de la simple image du loup qui mange l'agneau. C'est une véritable danse complexe qui orchestre des écosystèmes entiers. Dit simplement, la prédation, c'est quand un être vivant en mange un autre, facile. Mais derrière cette définition toute simple, se cache en fait le principal mécanisme de transfert d'énergie dans un écosystème. C'est ce flux qui nourrit la vie, des plus petits insectes jusqu'aux plus grands carnivores. Sans ce transfert, eh bien, l'écosystème s'arrête, tout simplement. Mais attention, tous les prédateurs ne sont pas logés à la même enseigne. Il y a les généralistes, les polyphages, qui sont assez opportunistes et qui mangent un peu tout ce qui leur passe sous le nez. Et puis, à l'autre bout du spectre, on trouve les ultra-spécialistes, les monophages. Eux, leur survie a un suspendu à une seule et unique espèce de proie. Imaginez un peu la fragilité de cet équilibre. Si la proie disparaît, le prédateur, lui, disparaît avec. On a tendance à percevoir la prédation comme un drame pour la proie qui se fait manger. Mais si on prend un peu de recul, on découvre un paradoxe fascinant. La prédation est en fait bénéfique pour la population de proie,
dans son ensemble. D'abord, elle régule leur nombre, ce qui évite la surpopulation et l'épuisement des ressources. Et ensuite, en ciblant souvent les individus les plus faibles, les malades ou les plus vieux, elle agit comme un service de santé naturel, garantissant la vigueur de tout le groupe. Allez, on laisse la chasse de côté pour une forme de conflit beaucoup plus discrète, mais tout aussi redoutable, le parasitisme. Là, l'ennemi ne vous tue pas tout de suite, non, il s'installe chez vous. C'est une sorte d'invasion, mais une invasion intime. C'est la définition même d'une relation toxique. Le parasite profite et l'hôte subit. Mais, et c'est là tout le paradoxe, le parasite est complètement dépendant de sa victime. Son but, ce n'est pas de la tuer. Au contraire, c'est de l'exploiter le plus longtemps possible. La survie de l'hôte, c'est sa propre police d'assurance. Et pour ça, les stratégies sont hyper variées. Il y a ceux qui vivent à l'extérieur, comme les sangsues, ce sont les ectoparasites. Il y a ceux qui colonisent l'intérieur du corps, comme le ténia, les endoparasites. Et puis, il y a la catégorie la plus terrifiante, sans aucun doute, les parasitoïdes. Là, l'adulte pond ses œufs à l'intérieur d'un hôte et les larves le dévorent vivant de l'intérieur. C'est un scénario de film de science-fiction, mais ça se passe tous les jours sous nos yeux. Cette relation si particulière, elle a déclenché une course à l'armement évolutive absolument fascinante. D'un côté, l'hôte développe des défenses. De l'autre, le parasite trouve de nouvelles façons d'attaquer. Cette spécialisation est souvent poussée à l'extrême. Beaucoup de parasites ne peuvent vivre que sur un seul type d'hôte. Et pour y arriver, ils développent un arsenal incroyable. Des crochets, des ventouses et une fécondité délirante pour maximiser leurs chances de se transmettre. Mais les conflits dans la nature, ce n'est pas juste une histoire de manger ou être mangé. Parfois, la lutte est bien plus indirecte. C'est une bataille pour des choses vitales, mais limitées. L'espace, la lumière, l'eau ou la nourriture. L'amensalisme, par exemple, c'est une sorte de guerre chimique biologique. En gros, une espèce, sans forcément tirer un bénéfice direct, va empoisonner son environnement pour nuire à une autre. L'exemple classique, c'est l'eucalyptus. Il sature le sol autour de lui de toxines pour empêcher d'autres plantes de pousser et de lui faire de l'ombre ou de lui piquer ses ressources. Et puis, il y a la compétition. Là, c'est très simple. Ça arrive quand le gâteau n'est pas assez grand pour tout le monde. Si deux espèces ont besoin de la même ressource et que cette ressource est limitée, leur niche écologique, c'est-à-dire leur rôle et leur place dans l'écosystème, se chevauchent. Et là, le conflit devient inévitable. Et cette compétition, elle peut se jouer de deux manières. Soit par exploitation, là c'est une course. Il n'y a pas de confrontation directe, c'est juste premier arrivé, premier servi. Soit c'est par interférence. Et là le conflit est frontal. On se bat, on s'intimide, on défend son territoire pour que l'autre n'ait tout simplement pas accès à la ressource. Cette logique de compétition, elle mène à un principe absolument fondamental en écologie, le principe d'exclusion réciproque. L'idée est aussi simple que brutale. Il n'y a pas de place pour deux sur la même chaise. Quand deux espèces occupent exactement la même niche écologique, tôt ou tard, la plus compétitive des deux finit par chasser l'autre. La démonstration parfaite de ça, c'est l'expérience devenue classique de Gauss, avec des paramécies. C'est tout simple. On prend deux espèces différentes de paramécies. Quand on les cultive séparément dans un milieu riche en nutriments, tout va bien. Les deux populations explosent. Mais, dès qu'on les met ensemble dans le même bocal, la compétition s'installe. Et inévitablement, la plus performante, Paramecium aurelia, prend le dessus et finit par éliminer complètement sa concurrente. La preuve par l'exemple. Alors, on a vu la prédation, le parasitisme, la compétition. Ça fait beaucoup d'interactions qui ont l'air, à première vue, purement négatives, non? On pourrait se demander quel est leur rôle. Est-ce que ce sont juste des ratés dans la grande mécanique de la nature? Eh bien, la réponse est totalement contre-intuitive. Ces conflits sont en fait des rouages essentiels de l'écosystème. Ils agissent comme des grands régulateurs. Ils contrôlent les populations, ils sélectionnent les individus les plus adaptés, ils empêchent une seule espèce de tout dominer et ils forcent tout le monde à s'adapter et à évoluer en permanence. Au final, c'est cette tension constante qui crée et qui maintient la richesse de la biodiversité. Donc, le point crucial à retenir, c'est celui-ci. Ces conflits ne sont pas un défaut du système. Ils sont le système. C'est grâce à cette lutte permanente pour la survie et pour les ressources que la nature trouve son équilibre, un équilibre incroyablement dynamique. Du coup, la prochaine fois qu'on observera un paysage naturel, il ne faudra pas y chercher seulement l'harmonie et la paix. Il faudra aussi chercher la tension, la compétition, le conflit, parce que c'est précisément là que se trouve le véritable moteur de la vie. Une force qui est à la fois destructrice et en même temps incroyablement créatrice. Et comprendre ça, ça change complètement notre regard sur le monde vivant, et peut-être même sur bien d'autres choses.